Bonsoir, bienvenue à Compiègne, bienvenue à la Polyclinique Saint-Côme de Compiègne pour évoquer ce soir un sujet très prégnant. Pendant une heure, on va en parler. On va en parler avec un expert, Sébastien Serlet, qui est psychologue expert en neuropsychologie. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis, cette opération, elle est organisée par CCMO Mutuelle et nous avons bien sûr le directeur général Paul-Henri Mainviel qui est avec nous. Bonjour Paul-Henri. Ce sujet, l'addiction aux écrans, puisque c'est la thématique de ce soir, c'est très prégnant. Hein. C'est vraiment dans l'air du temps. On l'évoque de plus en plus facilement. On va approfondir la question. Oui, c'est un sujet dont nous avions envie de parler ce soir, de parler avec vous. CCMO Mutuelle, en tant que mutuelle, cela fait des années que l'on mène des actions de prévention, certaines pour le grand public, d'autres destinées à nos adhérents. Et nous intéressons depuis la crise du Covid-19 au sujet des pratiques addictives. Vous le savez, la Covid-19, le confinement, ont eu un impact sur la santé mentale de nos concitoyens, de nous-mêmes. Ça a favorisé les pratiques addictives, que ce soit la drogue, l'alcool, le tabac, les jeux, les écrans, tout ce que vous voulez. Les addictions peuvent être multiples. Et la première victime, c'est la personne qui est addicte, mais l'entourage aussi peut être victime. Et donc on a estimé, en tant que mutuelle, qu'il était notre devoir d'essayer de donner à tous des moyens, des outils, des contacts pour lutter contre les addictions, pour se prémunir contre les addictions. Pourquoi les écrans ? Il y a aussi un petit peu de personnel là-dessus, c'est que moi je suis père de 3 enfants. J'essaie de faire ce que je peux pour la prévention contre On est tous concernés, c'est bien la preuve. On est tous concernés dessus. Mais je pense justement, on se rend compte que c'est un sujet qui est global. Et donc l'objectif de cette soirée ce soir, c'est de donner des astuces, de comprendre les comportements addictifs et essayer de lutter contre ça. Et donc c'est pour ça vraiment qu'en tant que mutuelle, nous avons voulu vous donner, nous sommes ravis d'organiser cette conférence pour vous donner des outils dans ce domaine-là. Peut-être juste 2 ou 3 mots sur la CCMO mutuelle. On est une mutuelle à taille humaine, vraiment basée dans les Hauts-de-France, acteur majeur dans les Hauts-de-France de la protection sociale, que ce soit en complémentaire santé et en prévoyance, avec une présence nationale. Toutes nos équipes, tous nos collaborateurs sont basés dans l'ex-Picardie. Notre siège est à Beauvais. On a des agences à Compiègne, à Beauvais, à Amiens, à Creil. Moi-même, je suis compiègnois. Et on protège à peu près 170 000 personnes en France, que ce soit des particuliers, des travailleurs salariés, des salariés d'entreprises, de collectivités territoriales. Tout ça. Donc dans ce cadre, on est ravis de pouvoir organiser cette conférence et j'espère que vous allez tous pouvoir en profiter et tous pouvoir en retirer quelque chose, que vous soyez confrontés directement ou indirectement à ces pratiques addictives. Merci Paul-Henri Mainviel. On ne doute pas qu'on va apprendre beaucoup de choses ce soir. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Sébastien, on va prendre place. Il y a 2 chaises qui nous attendent. On va être bien installés, confortablement installés. On a du monde de l'autre côté de la caméra qui pourra intervenir. Hein. Mesdames et messieurs, vous intervenez quand vous voulez. Hein. On fait simple, on est entre nous. Vous levez la main si vous avez quelque chose à dire. Et n'hésitez pas à nous couper. Hein. C'est de l'interaction pure et dure et on avance comme ça. Sébastien Serlet, je vous l'ai dit, c'est un psychologue spécialisé en neuropsychologie. Sébastien, vous avez développé, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, la pratique clinique en psychiatrie dans un pavillon d'addictologie, donc on parle bien d'addiction ce soir, au centre de réhabilitation de Bruxelles, c'est bien ça ? Alors non, c'était 2 missions différentes. Ah, c'est 2 missions différentes, voyez ? L'addictologie, je l'ai faite à Roubaix, mais c'était en adulte. Donc là, c'était tout ce qui était cigarettes, drogue, alcool, etc. Et tout ce qui était conduite addictive diverses. Et après, mes missions à Bruxelles étaient vraiment pour les patients avec troubles neurologiques cette fois-ci. Bon, tout ça est un peu lié de toute façon. On va le voir. Il y a du lien. Allez, on va développer tout ça dans quelques instants. Je précise aussi que fort de vos expériences cliniques et universitaires, vous avez développé des compétences cliniques pour vous intéresser aux usages positifs, retenez bien ce mot, des écrans, parce que là, on va peut-être aller à contre-courant des idées reçues. Les usages positifs des écrans, mais oui, il y en a. Jusqu'à la publication d'un article dans la revue Contraste sur l'impact des technologies immersives et écrans dans le développement de la petite enfance. Et cet article, il est paru. Hein, voilà, ça y est, c'est fait. Oui, c'est ça. Ça a été un peu compliqué de trouver des sources scientifiques qui disaient utiliser des écrans chez les tout petits pour développer certaines compétences.
sociales, coopératives, etc. Mais il y en a. Bon, on va pas aller plus loin parce que si je dois développer tout ce que vous faites, on en a pour très longtemps. Et vraiment, ce qui nous importe ce soir, c'est cette fameuse addiction aux écrans. Alors, addiction ou pas addiction? D'abord, qu'est-ce que c'est une addiction? Alors, une addiction, c'est... Alors, il va y avoir une définition, mais je ne vais pas vous la donner parce que ce serait compliqué. C'est quand la recherche d'un plaisir devient une problématique. On a tous des choses qui nous font plaisir dans notre vie quotidienne. Et au bout d'un moment, quand ce plaisir il devient une obsession, qu'on n'arrive plus à le contrôler, là, on va commencer à parler d'addiction. Voilà, donc l'addiction se mesure pas si facilement que ça, parce que pour certains, ça peut... La durée de présence devant les écrans, puisque c'est de ça qu'il s'agit, peut être acceptable, et pour d'autres, ça le sera moins. Alors, acceptable, on va toujours trouver dire 8 heures, c'est beaucoup, c'est trop. Oui, mais on ne va pas pour autant parler d'addiction. L'addiction, elle va surtout se mesurer dans le comportement que l'enfant ou que l'adulte va avoir lorsqu'il va être, entre guillemets, lorsqu'il va mesurer l'absence de son plaisir. Donc, un fumeur, par exemple, comme ça on pourra faire les liens avec d'autres addictions. Un fumeur, s'il ne peut pas pendant 1 heure, mais que finalement, il tient le coup, il n'y a pas de problème, là, dans ce cas, oui, il y aura une petite addiction, mais ça va. Par contre, s'il ne tient pas en place et qu'il commence vraiment à se ronger les ongles et à taper partout pour pouvoir fumer sa cigarette, là oui, effectivement, on va parler d'addiction. Et sur les écrans, les écrans de manière générale, on verra après pourquoi il n'y a pas d'addiction des écrans au sens propre. Ça va être aussi dans la mesure plutôt du comportement, comment agit l'enfant lorsqu'il est privé, on va dire, de son activité plaisir. Alors, très clairement, Sébastien, quand on a préparé cette conférence que vous pourrez retrouver sur Facebook, sur la page Facebook de CCMO ou sur le site YouTube de CCMO, vous pourrez retrouver tout ce qu'on évoque ce soir. Sébastien, l'écran, c'est pas l'ennemi. Déjà, il faut partir de ce préalable, parce que, bon, là, addiction aux écrans, tout de suite, l'écran, c'est le grand méchant loup. Mais c'est pas le cas. Alors, c'est pas le cas dans le sens, il y a un peu de débat où personne ne s'entend pour dire que l'addiction aux écrans, elle existe. Alors, l'addiction à ce que donne l'écran existe. L'addiction à Internet, l'addiction aux jeux vidéo, l'addiction aux vidéos qu'on peut voir sur Internet, ça existe. L'addiction aux écrans, en fait, du coup, ça devient trop large. Parce qu'on va inclure la télé, on va inclure le smartphone, on va inclure l'ordinateur, les jeux vidéo. Oui, parce que je vous coupe, mais c'est en fait ça qu'on a en tête. On pense au smartphone, on a tous tout le temps notre smartphone à la main, il faut bien l'avouer. Et en fait, l'écran, c'est pas que le smartphone, loin de là. Et on passe des heures et des heures avec l'ordinateur, voir la télé, voir autre chose devant les écrans. Et on disait tout à l'heure, non, moi je passe moins de 8 heures devant un écran, mais au cumul... ouais. Travailler sur l'ordinateur, la télé après le soir, un film 1h30, 2 heures, ça cumule. On va donc dépasser facilement les 8 heures par jour et pour autant on n'en est pas addict à ce point-là. Alors justement, quels sont les comportements normaux et anormaux, si tant est il y en a? Déjà, un comportement normal, ça va dépendre de plein de choses. Anormal, du coup, pareil. Un comportement anormal, ça va surtout être comme je disais tout à l'heure, sur la question du comportement lorsque l'enfant, par exemple, est privé, entre guillemets, de son écran. Si d'un seul coup, il se met à faire des colères, à ne pas savoir gérer son anxiété, qui se replie sur lui-même, sur ces moments-là, etc. Là, ça va commencer à être des comportements problématiques. À l'inverse, si juste le fait de lui dire maintenant, c'est tout, on éteint, et que l'enfant part faire une autre activité, voilà, même s'il y passe 8 heures, si les heures restantes, il est capable de faire autre chose, là, on va pas trop s'inquiéter sur le fait que une addiction, c'est 1 à 2% de la population. Faut pas, juste vous rassurer, pas crier au loup parce que votre enfant passe beaucoup de temps sur les écrans. Alors, on voit au premier rang une jeune personne qui sourit quand vous dites finalement voilà, ça arrange bien quelques oreilles intéressées. Alors, après, si on passe 8 heures
devant un écran, la question qu'on va se poser déjà, c'est qu'est-ce qu'on y fait pendant 8 heures? Si c'est pendant 8 heures faire uniquement une activité qui procure du plaisir comme un jeu vidéo, regarder des vidéos, aller sur les réseaux sociaux, là effectivement c'est un petit peu compliqué. Si c'est aussi pour faire des recherches pour l'école, faire ses devoirs, apprendre ses leçons ou, je ne sais pas moi, utiliser d'autres médias, d'autres pédagogiques pour apprendre, on ne va pas dire non. On ne va pas dire non. Donc, est-ce qu'on compte ce temps d'écran? En addiction, on ne le compte pas. Justement, comment évaluer la partie addictive, si je puis dire? Elle est vraiment portée sur ce qu'on appelle, nous, c'est le comportement hédoniste. Donc, c'est le comportement orienté vers le plaisir. Donc, c'est vraiment de se dire, cette vidéo-là, je la regarde juste pour mon plaisir. Et puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 vidéos, juste pour le plaisir. Là, ça commence à devenir, entre guillemets, problématique. Mais après, voilà, si c'est regarder ses mails, checker l'heure qu'il est, si on a enfin voilà, il y a plein de choses qui sont faites pour le travail ou pour l'organisation de la vie quotidienne sont sur smartphone. On va pas commencer à crier garde parce que alors oui, regarder toutes les 5 minutes, là, c'est un usage problématique, mais c'est pas non plus une addiction. D'ailleurs, il semblerait que beaucoup de Français regardent leur smartphone à peine réveillés. Le smartphone est sur la table de nuit, la table de chevet, et voilà, on regarde le téléphone dès qu'on est réveillé. Est-ce que vous-même, voilà, la caméra ne vous montre pas, mais est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui regardent leur téléphone aussitôt au réveil? Faut pas avoir peur de lever la main, hein. Normalement, j'imagine que vous êtes majoritaire. Voilà. J'ai les pourcentages. Alors, justement, les pourcentages. Alors, 66%. 66%. Bon, il n'y a pas 66% des Donc personnes qui ont levé la main, mais il y a quand même beaucoup de gens honnêtes, c'est bien. On enlève ceux qui juste coupent le réveil, parce que voilà, forcément, on a mis le réveil sur le téléphone, ça compte pas. Mais on a envie de savoir tout de suite ce qui s'est passé pendant la nuit. Oui. C'est une addiction, ça. Oui, c'est... Une addiction à l'information. Oui, c'est ce qu'on appelle la FOMO. Enfin, c'est des termes aujourd'hui, des nouveaux termes qui sortent. Nomophobie, c'est la peur de rater une information importante. Voilà, le monde peut s'arrêter 5 minutes, c'est pas grave. Alors, si vous avez des questions à poser, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Surtout, vous levez la main ou vous parlez directement, ça va se faire tout seul. Il y a une récente étude menée par Santé publique France qui a démontré que les enfants de 2 ans, on parle d'enfants de 2 ans, passent près d'1 heure par jour devant les écrans et que cela augmente jusqu'à leurs 5 ans et demi. 1h20 à 3 ans, 1h34 pour les enfants de 5 ans et demi. Et ça date de 2017, hein, donc on est en 2023. Ça a peut-être encore augmenté. Est-ce que c'est inquiétant? Ça va dépendre d'où on se place. Oui, quand même, inquiétant à voir. Maintenant, on n'a pas encore réussi à démontrer des effets sur... beaucoup disent qu'on commence à fabriquer des crétins digitaux. Il y a beaucoup d'ouvrages qui surfent sur ces choses-là. Voilà, je vous rassure, le quotient intellectuel n'a pas baissé il n'a pas baissé depuis les années 1930, il fait qu'augmenter. Donc voilà, ça déjà, soyons sereins par rapport à ça. Alors, on gagne moins de points tous les 10 ans par rapport à quelques années, mais voilà. Donc, après, la question de l'écran chez les plus jeunes, surtout le développement du langage, bon, alors il y a des effets, ils ne sont pas non plus énormes. Je pense qu'il y a plus de facteurs qui vont empêcher les enfants de se développer normalement, mais c'est vrai que la télé nounou, c'est pas... ouais. L'écran nounou, c'est... Si je vous suis bien, les écrans ne sont pas la cause de tous les soucis. Non. Chez les enfants qui sont un peu difficiles, qui surréagissent parfois dans certaines situations, enfin qui agissent comme des enfants finalement, on a tendance à dire oui, mais il a trop regardé la télé, il a trop regardé son écran, son téléphone, parce que arrivé à un certain âge, d'ailleurs on va aborder la question après, arrivé à un certain âge, ils ont tous un téléphone, les enfants. Non, c'est pas forcément ça la cause. Ça en fait partie, on ne va pas non plus l'enlever de l'équation. Mais voilà, je pense qu'il y a d'autres choses aussi à regarder dans l'entourage de l'enfant qui peuvent expliquer parfois certains comportements.
et pas forcément, voilà. Enfin, Alors, Sébastien, je vais vous poser la question autrement. Est-ce que ce que l'on peut imaginer comme étant une cause, finalement, ne serait pas la conséquence ? Est-ce qu'il y a un problème au sein de la famille, on ne s'occupe pas assez de son enfant, et du coup, l'enfant se réfugie sur son écran ? Alors ça, c'est le grand débat. Débat. C'est quand on a un enfant qui arrive avec une addiction de ce genre, il faut effectivement que nous, en tant que professionnels, on arrive à comprendre qu'est-ce qui est la cause et qu'est-ce qui est la conséquence. Est-ce que la cause, c'est l'addiction qui crée des conséquences dans sa vie de tous les jours, ou est-ce qu'il y a la cause, c'est des problématiques de sa vie de tous les jours, et on a comme conséquence se réfugier dans les écrans. Alors, se réfugier à un moment donné pour se faire du bien, pour échapper aux problématiques de la vie quotidienne, en soi, c'est pas mauvais, on le fait tous. Hein. Quand on a une journée stressante, il y en a certains qui vont aller faire un jogging pour se détendre, il y en a qui vont aller bricoler, il y en a qui vont aller tondre leur jardin, enfin, peu importe. En soi, c'est pas problématique, ou peut-être vous allez vous regarder le replay d'un match, une série qui vous fait du bien, ça, c'est pas un problème. Mais quand ça devient de plus en plus fréquent, il faut que ce soit plus intensif, là, on va commencer à se dire, il y a peut-être moyen de trouver d'autres façons de faire. Alors, est-ce que, on y revient toujours, finalement, c'est le rôle de l'entourage, le rôle des parents qui est primordial dans tous ces cas de figure ? Ouais, alors ça va devenir compliqué de redéfinir le rôle parental, parce que on a tous une définition différente de parents. On a tous aussi nos vies professionnelles qui sont aussi qui sont là, qui existent. Mais effectivement, oui, les parents ont un rôle à jouer dans ce genre d'interaction avec les écrans. Et plus ils jouent un rôle positif dans la gestion des écrans, mieux ce sera. Parce que vous avez parlé, je vous ai entendu tout à l'heure, d'écran nounou. Effectivement, on l'a tous fait. À un moment donné, on a quelque chose d'important à faire. On est seul avec son enfant. Allez, on lui met la télé. Aujourd'hui, on lui donne son téléphone. C'est un peu ça le danger ? Si c'est une fois, ça va. On va pas non plus. Je veux dire, on l'a tous fait. On va pas. Je pense que personne ne serait honnête de dire non, je ne l'ai jamais fait. Voilà, c'est pas grave. C'est comme tout. Le corps humain, le cerveau est capable d'accepter des choses même néfastes pour lui à petite dose. Mais si ça devient trop souvent, trop fréquemment, là, effectivement, oui, ça pose problème. Alors, je crois qu'une personne a une question. Oui. Vous avez bien raison, Auria, c'est une vraie question. Hein. On est largué. On est souvent largué. Pas tous, mais on est souvent largué. Et oui, les enfants nous mènent un peu par le bout du nez au niveau de l'utilisation de ce qu'on dit nouvelles technologies, qui sont un peu moins nouvelles maintenant. Mais voilà, ils ont la main, clairement. Alors comment on peut réagir ? Alors, je vous aurais dit de vous intéresser, effectivement, mais comme vous dites, c'est vrai que si on n'a pas l'appétence et qu'on n'a pas envie, on a le droit de ne pas avoir envie. Hein. Nos enfants ont le droit d'avoir leurs propres loisirs, on a les nôtres. Je ne sais pas quels sont vos loisirs, mais peut-être que ça n'intéresse pas vos enfants. Et voilà. Alors oui, effectivement, la première des choses quand même, c'est déjà de comprendre les différents réseaux, même si c'est pas forcément... TikTok ne fonctionne pas pareil que YouTube ou Twitter ou Facebook. Chacun a leur spécificité, chacun a leurs problématiques, leurs avantages. Je pense qu'on peut les éduquer de manière plus générale, ou peut-être aussi à eux de nous éduquer et à nous de poser la question, qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Qu'est-ce que tu vas chercher dans ce type de contenu, de médias ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça te procure comme bien-être d'être de regarder des trends ou des défis sur TikTok, des choses comme ça. Oui, au bout d'un moment, il faudra passer par au moins la compréhension
De temps en temps, c'est regarder aussi. Voilà, c'est de pas hésiter à demander à nos enfants, bah tiens, envoie-moi un peu ce que tu regardes pour que je comprenne. Et voilà, on se prend 15-20 minutes dans la file d'attente pour comprendre un peu ce qui se passe, ne serait-ce que pas pour contrôler, parce que de toute façon, ils vont être plus malins que vous à un moment donné, donc le contrôle, on va le perdre. Mais accompagner, comprendre, discuter avec eux, et surtout c'est là que ça va être très important, c'est leur permettre d'être critiques par rapport à ce qu'ils regardent. Et ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'ils peuvent voir. Tout ça, ce sont des choses qui sont... c'est tourné, c'est joué, tout est scénarisé parfois. Donc forcément, on se retrouve avec des problématiques où on pense que ce qu'on voit, ça peut être réel ou à portée de main de n'importe quelle personne. Mais voilà, bien leur expliquer, mais voilà, surtout c'est leur apprendre à être critique en fait par rapport à ce qu'ils regardent. Alors oui, effectivement, ils regardent des vidéos qui ne sont pas intéressantes pour vous, peut-être qu'ils le sont pour eux. Et là, il faut essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui les intéresse, quels sont leurs intérêts, et leur expliquer surtout, alors c'est un peu plus compliqué, c'est comment fonctionnent les algorithmes, pour éviter parce qu'il y a des choses très intéressantes sur TikTok. Moi, j'ai redécouvert le plaisir des divisions à fractions. Il y a un professeur de mathématiques qui fait ça. Ça dure même pas une minute, il réexplique comment on fait. Et j'adore, je trouve ça passionnant. Vous avez tout compris ? mais du coup, voilà, je hack l'algorithme pour être sûr de tomber sur ce genre de contenu. Mais bon, Sébastien, ça veut dire qu'il faut se forcer un peu, à un moment donné, pour s'intéresser à ce que notre enfant fait et qu'il y ait finalement un échange avec lui. Ouais, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui, ce serait celui-là. C'est installez-vous à côté de votre enfant et sans l'espionner, mais faites qu'il partage cette chose-là, qu'il vous explique, voilà, de lui demander c'est quoi un trend, ça veut dire quoi un challenge TikTok, pourquoi quand ils disent quoi couper, ça te fait rigoler, ce genre de choses, pour justement pas vous sentir forcément un peu largué. Là, c'est maintenant à eux de vous éduquer aussi sur c'est quoi les réseaux et à vous de les éduquer sur ok, c'est bien, mais attention, n'oublie pas que voilà. Alors, Auria disait aussi que par moment, voilà, elle se mettait sur son téléphone dans la queue au supermarché, si j'ai bien compris. C'est un comportement d'adulte, mais est-ce que les enfants, finalement, ne reproduisent pas nos comportements déjà, pour commencer ? Parce qu'ils nous voient faire ça, ils le font aussi. Alors eux, dans un autre cadre, mais ça revient au même. L'enfant, la première chose qu'il apprend, il apprend par imitation. Il nous voit faire, il fait. Et je pense que ceux qui ont des enfants doivent se rappeler que leur enfant a 2 ans et demi, après avoir été chez le médecin, quand vous revenez à la maison, il écoute votre cœur, il tape sur votre genou pour vérifier vos réflexes, etc. Il a appris par le mime. C'est les neurones miroirs qui fonctionnent. Et tant mieux, ils fonctionnent très bien. Et on le voit maintenant, les enfants, un smartphone, ils se posent même plus de questions, quoi. 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, ils sont déjà capables de comprendre dans quel sens ça se tient, comment je l'allume, comment je le déverrouille. Mieux que nous, parfois. Ouais, peut-être. Bon, après, moi, le mien est tout petit, mais je pense que on est dépassé. On est dépassé par la technologie, mais... Tiens, justement, à partir de quel âge un enfant peut avoir un smartphone vraiment à lui ? Alors là... Qu'est-ce que vous nous dites à ce sujet ? Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Je sais. Alors, ce dont je suis sûr, c'est que maintenant, la moyenne en France, c'est 9 ans et 9 mois, le premier smartphone. Alors après, le problème du smartphone, c'est qu'en fait, tout est dedans. Tout est dedans. Internet, c'est dedans. Les applications sont dedans. Ouais, là, ils peuvent payer maintenant comme ça, donc... Oui, quelqu'un nous disait la carte bleue. Effectivement. Oui, ils peuvent acheter toute notre vie, oui, bien sûr. Nos photos, nos souvenirs. En fait, la question va être de savoir pourquoi tu en as besoin. Alors oui, effectivement, l'enfant. Alors, je pense qu'en primaire, on ne sort pas de l'établissement, au collège. Voilà. Bon, moi, je me rappelle d'une époque. J'avais la carte à puce prépayée pour les machines France Télécom. Puis bon, ça n'existait plus. Moi, j'avais un téléphone, mais il faisait que téléphone en fait. Donc forcément j'étais moins attiré parce que ça n'existait pas tant que ça. Donc la question c'est oui d'accord, on peut très bien donner un smartphone, je pense qu'il n'y a pas d'âge si l'enfant, enfin si quand même, on ne va pas non plus dire à 4 ans, mais s'il y a un usage qui est nécessaire pour l'organisation de la famille, etc., je ne suis pas contre.
Enfin, après, j'ai rien à dire là-dessus, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on y met ou qu'est-ce qu'on laisse l'enfant faire, à quel âge, etc. Donc, ouais, généralement, je crois que les réseaux sociaux, c'est pas conseillé avant 12 ans. Il y a encore peu, on disait, il arrive en 6e. Bon, allez, il est en 6e, il a son téléphone. Mais là, maintenant, c'est un peu avant quand même. Ouais, oui, là, moi, je suis un peu dépassé, hein, clairement. Maintenant, c'est bien avant. Ouais, mais là, c'est nos limites. Téléphone ou smartphone? Oui, alors, parce que du coup, ça fait une énorme différence. Je suis comme vous, je dis téléphone, mais en fait, c'est plus du tout, c'est pas que un téléphone. Là, du coup, pour moi, le problème, il est là, c'est que à 9 ans, on peut être plus responsable du téléphone parce qu'on doit téléphoner à ses parents, parce qu'on rentre tout seul à pied, etc. Pour une question de sécurité, ça, je l'entends sans problème. Le smartphone, je pense qu'il peut y avoir des smartphones adaptés, etc. Après, il y a le côté social, enfin la norme sociale derrière. Voilà. Les copains, ils en ont. Voilà. Et voilà. Mais pourquoi pas moi? Je crois qu'il y a une question. La différence, c'est vraiment, je pense, le côté de l'immédiateté. Quand on était plus jeune, je pense que si certains ont eu des histoires d'amour à distance, c'était le courrier. Donc c'était la poste qui prenait le temps, les 2, 3, 4 jours. La personne répondait, écrivait sa lettre. Et finalement, c'était pareil. Alors après, c'était les téléphones du salon, donc il fallait téléphoner. Et puis on avait les parents de notre cher et tendre. Donc il fallait, oui, bonjour. Donc c'était comme ça. Mais après, ça s'est développé. On peut communiquer différemment. En fait, c'est une autre manière de communiquer que nous, effectivement, on n'a pas connue. Mais voilà, comme vous dites, c'est la sienne, c'est sa réalité. Et effectivement, si en plus ils se rendent compte en vrai et qu'ils ont du mal à communiquer, oui, là, effectivement, c'est là où ça peut commencer à poser problème. Et la question, c'est est-ce qu'on peut encore aujourd'hui rencontrer quelqu'un de manière à l'ancienne? Dans la rue, bonjour, je me présente, je m'appelle. Ça me paraîtrait trop bizarre du coup. On a vraiment changé d'époque. Non, mais je veux dire, je sais même pas comment aujourd'hui on pourrait faire. Si on enlève tous les réseaux sociaux, les moyens de communication, comment on communique? Je pense pas que c'est une question d'angoisse relationnelle. Je pense que c'est juste une question d'habitude de communication. Je vois, moi, j'ai certains collaborateurs, je me pose des millennials, des très jeunes, et aujourd'hui, prendre le téléphone, pour eux, c'est une angoisse. Hein. Prendre le téléphone, téléphoner. J'ai une collègue qui me disait, ma fille, elle doit prendre son téléphone pour prendre rendez-vous chez le coiffeur. Hein. Coiffeuse qu'elle connaît depuis des années. Impossible. Parce que c'est incompréhensible pour elle de téléphoner pour prendre un rendez-vous. Donc de parler concrètement à quelqu'un. Ouais. Alors elle peut le faire, mais il y a plein de plateformes pour planifier les rendez-vous. Et pour eux, ça leur va très bien. Ça leur va très bien. Et pourquoi pas? Mais à un moment donné, quand au travail, aujourd'hui, on ne téléphone plus. Je pense que vous ne devez plus trop recevoir de coups de téléphone. Tout c'est par mail. Et est-ce que justement, est-ce que les personnes, les enfants, pour revenir aux enfants, qui sont trop exposés, est-ce que ça entraîne chez eux des difficultés langagières? Alors, langage, proprement parlé, oui et non, parce que ça va dépendre de qu'est-ce qu'on regarde. Il y a des contenus qui vont permettre de développer le langage, mais ce qui va surtout permettre d'éviter des retards de langage, c'est l'échange qu'on va avoir avec les enfants. Si on met les tout petits devant un dessin animé, c'est pas un problème. Le dessin animé, il va y avoir des choses que l'enfant verra peut-être pas dans sa vraie vie, des animaux, des choses comme ça. Donc ça va aussi permettre d'accroître son vocabulaire, mais à la condition que nous, derrière, en tant que parents, on l'accompagne, on discute avec lui de ce qu'il a vu, et qu'on lui permette aussi de reformuler les choses, dire tiens là le loup qu'est-ce qu'il a fait, il a pris ça, et du coup ça permet aussi à l'enfant de développer d'autres compétences et d'échanger avec ses parents, parce que quand même. Mais on y revient finalement, c'est encore ça la base, hein, c'est l'échange parent-enfant, on ne coupe pas. En fait, l'écran devient dangereux quand c'est lui qui remplace, je ne vais pas dire remplacer l'éducation parce que ça me paraît compliqué, mais quand c'est lui qui remplace
l'échange. Si si déjà il remplace le ou la petite amie, alors si en plus il remplace les parents... Ouais, non, j'espère pas, quand même. Non, mais je veux dire, si... moi, je me rappelle quand mes parents venaient me chercher pour aller manger, ils venaient me chercher. Ils montaient, et puis... je sais qu'il y en a qui envoient des SMS. Ah oui, quand il faut faire venir les enfants à table, ouais, on envoie un SMS. Voilà, genre SMS dans le groupe famille, WhatsApp à table. On est parti loin là. Non mais voilà, parce que c'est devenu un moyen de communication, alors que l'humain reste un être social. Faut pas l'oublier non plus. Est-ce que c'est possible de faire marche arrière et de vivre sans écran ? Totalement. Ça fait presque peur de dire ça. Totalement, je pense pas. Honnêtement, je pense pas qu'on peut vivre sans écran. Demain, on vous supprime vos écrans. Je pense que reprendre le travail à l'ancienne, je pense que ça va être très 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 compliqué. Il y a des noms là qui fusent quand même dans la salle. Donc voilà, il faudra retourner dans les balles populaires pour rencontrer des gens, etc. Non, après revenir en arrière ou revenir à un usage normal et non problématique, oui, ça c'est. Alors ça c'est intéressant, c'est vous qui le dites. Usage normal et non problématique. Donc il y a bien usage anormal et problématique. Oui. Alors là, il faut quand même qu'on approfondisse la question. Voilà, il est où le curseur ? Le curseur, c'est vous. Enfin, je pense que là, il faut responsabiliser les enfants. Et c'est là que ça devient plus compliqué. Il faut savoir que 8% des adolescents ne voient pas le mal dans l'usage des écrans. Et ça, pour moi, c'est ça qui pose problème, parce que si les ados, les enfants ne comprennent pas où peuvent être les dangers, pour eux, il n'y a pas de problème. On peut l'utiliser 10, 12, 15 heures par jour, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on arrive à faire comprendre aux enfants quels peuvent être les dangers, qu'on arrive aussi à les responsabiliser par rapport à ça, et que ça fonctionne, voilà, c'est aussi à l'enfant de décider du temps qu'il peut s'octroyer pour du loisir, pour du jeu vidéo, pour le travail scolaire qui est normal, et pour les réseaux sociaux, etc. Et surtout, s'octroyer un temps famille. C'est surtout ça qui est important. C'est ça, on y revient. Mais préserver quand même la cellule familiale. J'avais vu une phrase que j'aimais bien. La meilleure des applications pour vos enfants, c'est le parent. Alors là... oui, parce que dans les questions qui avaient été posées en amont, c'était, je ne sais plus laquelle. Voilà, dès que j'enlève l'écran ou la télé, mon enfant s'ennuie et ça devient difficile de quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Quand mon enfant s'ennuie, il veut tout le temps regarder la télévision. Dois-je lui interdire ou le limiter ? C'était ça la question qui nous a été posée par Laetitia, puisque la SSAMO faisant bien les choses. En amont, elle a suscité les questions de ses adhérents et on en a un certain nombre là qu'on va évoquer dans quelques instants. Mais effectivement, il y avait celle-ci de Laetitia, je le répète. Déjà, je pense que la première chose à se poser comme question, c'est comment on peut s'ennuyer à cet âge-là, en fait, avec tous les jouets qu'on a, enfin tous les jeux qu'on peut avoir sous la main. Et je pense qu'effectivement, c'est... Alors, si on enlève l'écran parce qu'on estime qu'il y a eu trop de temps de passer dessus, très bien, votre choix de parent, et vous avez tout à fait raison de l'assumer. Mais derrière, la question, c'est qu'est-ce qu'on propose à notre enfant ? Parce que c'est ça, en fait, la problématique. C'est qu'aujourd'hui, si on enlève les écrans, ma question, elle est toujours très simple aux parents, c'est qu'est-ce qui vous reste, en fait, finalement ? Il n'y a pas de jeu dehors. Bon, il pleut, exceptionnellement, ça devient compliqué. Et puis, quels sont les jeux à la maison ? Qu'est-ce qui reste à la maison ? Est-ce qu'il y a des livres à disposition ? Des livres adaptés, des livres qu'il aime ? Quelles sont aussi ses autres activités qu'il pourrait faire ? C'est ça, en fait, le truc. Une fois qu'il va au sport, 1 fois, 2 fois par semaine, après, c'est pareil. Avant, voilà. Donc, la question aussi, c'est quelles sont les autres activités que peuvent aimer les enfants, vos enfants, et que vous pouvez mettre aussi à disposition. Et au bout d'un moment, il éteindra la télé quand il faudra l'éteindre et il finira par... Mais c'est aussi une question d'éducation. Il faut leur apprendre à aimer autre chose, il faut leur montrer autre chose, il faut prendre du temps. Et c'est toujours un peu l'ennemi, le temps, j'ai l'impression. Non, mais là, après, les parents vont culpabiliser. Normalement, l'enfant apprend à jouer seul à un moment donné. On a toujours dit, quand tu t'ennuies, tu te construis. Il paraît que c'est vrai. Donc, effectivement, c'est faire travailler l'imaginaire.
je veux dire, un enfant qui regarde des choses à la télé, mais qui après est capable de prendre ses jouets, je sais pas de patrouille, je crois, c'est ça la mode, ou peu importe, les Playmobil ou les Lego, et recréer des histoires qu'il a vues à la télé, moi, je trouve ça génial, quoi. C'est-à-dire qu'il a intégré des choses qu'il est capable de remettre dans un autre contexte. Ça, pour son développement personnel, c'est super, quoi. Mais c'est ça veut dire que derrière, il faut qu'il y ait aussi la possibilité de lui offrir d'autres types d'activités et des alternatives justement aux écrans. Et ça, souvent, c'est un des problèmes, quoi. C'est ouais, mais j'ai plus d'écran, qu'est-ce qui me reste? Tiens, mais justement, question d'Aline, comment faire pour limiter le temps sans frustrer l'enfant? Je pense qu'il faut d'abord voir avec l'enfant ce qu'il est prêt à accepter et ce qu'il est prêt à accepter en échange de ce temps gagné pour lui-même. Qu'est-ce qu'il veut faire en échange, quoi? C'est OK, je te retire 1 heure de jeux vidéo parce que j'estime que tu passes trop de temps dessus et que j'aimerais que tu fasses d'autres activités. La question, ça va être, pour l'enfant, quelle autre activité tu veux faire? Alors les tout petits, c'est facile, hein, du dessin, des gommettes, etc., etc. 14-15 ans, ça devient un tout petit peu compliqué de le mettre devant de la pâte à modeler, je pense. Oui, on se retrouve vite désarmé, finalement. Mais ça, après, ça reste une discussion qu'on doit avoir avec ses enfants et quels sont ses centres d'intérêt. Je ne pense pas qu'il peut y avoir que le jeu vidéo comme centre d'intérêt. Il y a forcément des livres, des choses comme ça qui doivent les occuper autrement, quoi. Alors j'ai une question de Sabine. Alors là, elle est très précise, Sabine, écoutez bien. Comment réguler le nombre d'heures par jour ou par semaine? Pour mon fils de 11 ans, le limiter à 1 heure de console par jour le rend nerveux et de mauvaise humeur. J'ai essayé plusieurs créneaux et organisations différentes, mais j'ai l'impression que l'attente du jour ou de l'horaire où il pourra jouer est source de stress et de nervosité. Quel est le meilleur moyen de réguler quand l'enfant semble obsédé, elle n'a pas peur d'employer ce mot, à l'idée de jouer aux jeux vidéo? Là, on est vraiment dans le vif du sujet. Déjà, moi, je me poserais la question, est-ce que l'enfant n'a pas un horaire précis que lui-même pourrait décider? Parce qu'on va prendre un truc tout simple, hein. Maintenant, aujourd'hui, les jeux, ça se joue en ligne. Il y a beaucoup d'enfants qui, quand ils jouent avec les copains, ont cette impression d'appartenir à un groupe, à une communauté. Et si on dit, bah non, tu peux jouer que de 17 à 18, mais que les copains sont connectés de 20h à 21h, là, effectivement, ça va le frustrer. Donc, il faut aussi comprendre pourquoi est-ce que cette heure-là ne lui convient pas. Après, bien évidemment, il y a l'organisation de la famille aussi qui est derrière. Donc, il va falloir jongler entre les deux. Donc, je pense que, encore une fois, c'est... Mais elle dit quand même, Sabine, hein, elle dit, j'ai l'impression que l'attente du jour ou de l'horaire où il pourra jouer est source de stress et de nervosité. C'est-à-dire que, voilà, enfin, le moment qu'il attend arrive et ça le rend nerveux, déjà, avant même de commencer. C'est là que ça devient la question la différence entre le désir et le plaisir. Le désir devient trop fort plus que le plaisir. Et donc, du coup, on est plus voilà, ça devient trop long d'attendre. Ça devient trop long, trop stressant, trop angoissant. Et on se dit qu'une fois que ce sera terminé, derrière, qu'est-ce qui va me rester? 1 heure, c'est trop court. Après, je vais devoir attendre 2 jours. Enfin, c'est-à-dire qu'il est déjà dans la frustration que ça va se terminer alors qu'il n'a pas commencé. Ah oui, bien sûr. C'est terrible. On est tous pareils avec le week-end, hein. Alors, une autre question, toujours un peu dans le même ordre d'idée, mais ça veut dire vraiment que voilà, on est au cœur du sujet. C'est Mathilde. Mon enfant de 12 ans est toujours sur son téléphone. Et si je le prive de son téléphone pour le punir, j'ai droit à des crises. Comment faire pour qu'il ralentisse les réseaux sociaux et que sa vie ne tourne pas autour de cet objet? Déjà, ça reste un enfant. Donc, lui enlever quelque chose... 12 ans. Toujours. Ça reste un enfant. Moi, on m'enlève un truc sur lequel je suis occupé. Pardon? Jusqu'à quel âge est-on un enfant? Oui, tiens. Moi, on va peut-être commencer par ça. Non, mais ça va illustrer notre propos. Moi, je suis encore un grand enfant sur certaines choses. Après, on va prendre la loi, 18 ans. Mais après, enfant, après, c'est ado, pré-ado. Mais bon. Bon, là, il a 12 ans, en tout cas. Il a 12 ans, et si on le prive de téléphone, c'est la crise. Mais je pense que c'est comme tout le monde, hein. On enlève, on comprend pas. Oui, mais ça veut dire qu'à 12 ans, il est déjà tellement habitué à son téléphone qu'il supporte pas qu'on lui enlève. Ah ouais? C'est ce que je lis de. Oui, non, mais ça, je l'entends bien. La question comment faire? Encore une fois, c'est. En fait, c'est le mot punir qui me chagrine un petit peu parce que ça veut dire que derrière, il n'y a rien d'autre.
c'est ça ou rien. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'embête. Si derrière, c'est... je peux dire, monte dans ta chambre, va jouer. C'est, écoute, je sais pas, arrête, puis fais autre chose, et puis on propose une autre chose. alternative crédible. Bien, on fait un Monopoly ou un truc comme ça, quoi. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que derrière, c'est punir pour punir. Moi, je pense qu'il faut plutôt enlever, mais trouver l'alternative qui va permettre aussi de diminuer cette frustration et de pas rentrer dans un conflit, en fait. Parce que c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'on rentre dans le conflit et l'enfant va le vivre comme vraiment une punition, quelque chose de punitif, va être très frustré et son désir de récupérer son objet va être décuplé et c'est là qu'on va rentrer dans des problématiques. J'ai l'impression depuis le début, finalement, que vous nous dites à chaque fois, il faut un peu dédramatiser la situation et s'en accommoder et savoir la gérer avec des interactions avec son enfant. Est-ce que c'est un peu tout ça ? Alors, pas s'en accommoder, parce que le problème, c'est qu'à force de s'accommoder aux choses, c'est l'enfant qui a pris la décision de tout. Surtout quand on ne comprend rien aux nouvelles technologies, et on est nombreux dans ce cas. Ouais, on n'a pas le choix. Hein. Même les parents jeunes, au bout d'un moment, il y a un nouveau truc qui va arriver, et puis on sera largué. On ne sait pas quel sera le nouveau réseau social de demain. Hein. Tout le monde parle de... Enfin, ça a été Facebook pendant longtemps, puis finalement aujourd'hui on se rend compte que c'est déjà dépassé, que les jeunes ne vont plus sur Facebook, vont sur d'autres médias, et puis quand TikTok, Instagram, tout ça, ce sera dépassé, il y aura autre chose, je ne sais pas encore quoi. Hein. Il y a le développement du virtuel absolu. Hein. Ah, le métaverse, ouais, exactement. Ça c'est encore autre chose. Mais est-ce que ce n'est pas une extension de tout ce qu'on est en train d'évoquer ? Si, c'est le but. Le métaverse. Là c'est oui. Métaverse. Vraiment, là, on rentre complètement dans le virtuel, dans l'irréel, qui est le réel en même temps de l'enfant. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on va y faire. Si ça permet à des enfants déscolarisés ou qui se sentent harcelés à l'école de pouvoir aussi suivre une scolarité à peu près normale en étant présent virtuellement en salle de classe, moi, je pense qu'il y a plein de choses positives. Hein. Moi, j'imagine, au lieu d'avoir des cours d'anglais en France, rien ne nous empêcherait de nous asseoir, mettre un casque en réalité virtuelle et d'être en plein milieu d'une école anglophone en Angleterre et d'interagir directement avec d'autres enfants anglophones, avec le professeur derrière qui permet aussi de nous dire non, tu vois, ta phrase elle n'est pas très bien, et d'interagir directement. Ça, c'est des choses qui sont vraiment chouettes. Ça, c'est le positif. Il y en a plein d'autres, du positif qu'on peut trouver. Alors, une question ici. Même plus tard, ils n'ont pas besoin de ça. Hein. On n'a pas eu besoin de ça, nous. Donc, non, mais vous avez tout à fait raison. Mais vous l'avez dit vous-même. La question, c'est quand il y a trop d'écran, quand il y a un usage à l'excès. Un enfant doit expérimenter le monde réel. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le monde réel, parfois, avec des enfants. Là, on peut se permettre. Alors après, quand je parle de virtuel, j'entends bien évidemment, c'est pas 8 heures par jour. Hein. C'est une expérience une fois de temps en temps, travailler la coopération, ça c'est des choses, c'était ce que j'avais mis dans ce que j'avais trouvé sur mon article, c'était que chez les tout jeunes, il peut y avoir des effets positifs sur la coopération, sur des apprentissages, comme des notes de musique, des couleurs, des choses comme ça, mais effectivement sur le côté moteur, le virtuel, ça il peut pas le remplacer, même si on met des gants, tout ce que vous voulez, on va jamais remplacer l'expérience sensorimotrice, et ça là-dessus, c'est voilà. Donc, mais c'est l'usage excessif. Si c'est une fois de temps en temps, c'est pas un problème. Je veux dire, l'enfant, il a aussi le droit d'avoir des activités juste ludiques et puis voir un petit cochon rose qui se balade et qui le fait peut-être rire, l'enfant, qui pendant quelques secondes lui permet d'apprendre peut-être un nouveau mot. Je pense que Dora l'exploratrice avait été développée justement dans ce sens pour pouvoir permettre aux enfants d'apprendre des mots en anglais, etc. Derrière, le mieux, c'est toujours parler vraiment anglais, mais sur l'aspect moteur, effectivement, non, il faut que l'enfant il fasse des expériences, il enfile des perles, il prenne des choses, qu'il tape, qu'il jette pour voir ce que ça donne, etc. Quoi. Est-ce qu'il y a des écrans plus néfastes que d'autres ?
au sens large du terme. Non, mais c'est vraiment le contenu. Il y a des contenus qui vont être plus néfastes dans le sens où ils vont avoir aucun intérêt dans l'apprentissage, et il y a des choses qui vont être, alors je vais pas dire que c'est la meilleure des choses au monde, mais on va dire moins pire. Mais le petit écran du téléphone, quand même, à un moment donné, même si les écrans des téléphones s'agrandissent régulièrement, ça reste quand même extrêmement petit. On peut être surpris parfois de voir qu'on regarde une émission de télévision qu'on pourrait voir sur un grand écran, on la regarde sur son petit écran de téléphone. Ça pose pas des problèmes, ça? Au niveau des yeux? Des yeux ou du reste? La tête, des oreilles, que sais-je? Je pense peut-être au niveau du balayage visuel, ça pourrait poser un problème. Mais là encore, je n'ai pas d'études en tête qui soient pour ou contre ou qui ont mesuré ça. Mais on en arrive à ça, vous l'avez bien constaté, on en arrive à ça. On regarde parfois ce qu'on regarderait ordinairement sur un écran plus grand. Parce qu'on va vite, parce qu'on fait court. Oui. C'est ça? J'ai la question et la réponse. Oui, c'est là maintenant sous la main tout de suite et voilà quoi. Alors on se rapproche déjà de la fin et on a encore des questions. Auria, allez-y. Ah, mais vous avez raison, hein. C'est dans le sens où on n'identifie pas certains dangers, parce qu'aujourd'hui la télé, c'est devenu tellement, je ne vais pas dire banal, mais c'est devenu l'objet du quotidien que tout le monde a en multiples exemplaires. Ah oui, ça fait partie du décor. Hein, c'est ça. Voilà, on n'y fait même plus attention. On va aller vite parce qu'on est sur la fin. Ça reste un écran. Il y a une autre question ou intervention là-bas au fond. Alors, ça c'est un problème aujourd'hui qu'on a bien développé grâce à TikTok, ou enfin pas TikTok, mais les formats très courts. En 1 minute, il y a toute l'info en 1 minute, et on peut faire 20 infos différentes en 1 minute. Alors c'est super chouette parce qu'on va apprendre plein de choses en 1 minute, mais on s'habitue à avoir un système de récompense dans la minute. Et en fait, du coup, dès qu'on dépasse ce temps, ça devient compliqué. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont sur ces formats-là très courts, ça dure 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes grand maximum, et la récompense, elle est déjà obtenue. Et il faut apprendre maintenant à lui permettre d'avoir des activités qui vont devoir perdurer dans le temps, mais que la récompense ne soit pas immédiate. Et comme ça va lui permettre aussi à lui de développer des attentes complètement différentes. Mais surtout, parce que voilà, à l'école, la récompense, elle n'est pas maintenant. Elle est à la fin du trimestre. Alors, je veux dire, les enfants, est-ce qu'ils sont contents d'avoir des notes? Quand elles sont bonnes, je pense que oui, c'est l'objectif. Donc, mais ça ne vient pas tout de suite, c'est jamais immédiat. Dans les jeux vidéo, la récompense, elle est immédiate. Candy Crush, c'est dans la minute, quoi. On a réussi, on n'a pas réussi, et on y va jusqu'à ce qu'on réussisse. C'est trop court. C'est ça, en fait, le truc. Aujourd'hui, les vidéos sont de plus en plus courtes. TikTok, c'est 1 minute. YouTube a mis des shorts d'1 minute. Je me demande c'est quoi la prochaine étape, c'est 30 secondes. Et cette conférence, en tout cas, c'était 1 heure. Mais l'heure, elle est déjà passée. Elle est déjà passée. Ça passe très vite parce que c'est un sujet qui nous passionne. On aurait pu le développer encore longtemps. Malheureusement, on a des questions qu'on n'a pas pu poser. Hein. Pardon aux personnes qui avaient formulé des questions. On n'a pas eu le temps de les poser. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver cette conférence sur le site Facebook. Oui, sur Facebook, la page Facebook. Hein, vous voyez, moi-même, je ne cite pas bien les choses. La page Facebook de la CCMO et aussi sur le site YouTube de la CCMO. Voilà, on peut retrouver tout ce qu'on vient d'évoquer et puis on peut en parler encore longtemps parce que le sujet est un peu inépuisable, Sébastien. Oui, et puis il n'a pas fini de s'épuiser. Mais je donnerai quelques références, quelques ouvrages qui sont pour moi importants et surtout très bien écrits et faciles d'accès, vraiment orientés parents, pour aussi vous permettre de déculpabiliser quand même un tout petit peu, parce que ça aussi, ça fait partie des problématiques. Et puis, si vraiment vous avez un gros doute, dans ce cas, c'est faire appel à un professionnel qui, lui, va évaluer et va essayer de comprendre déjà au niveau des symptômes et voir un peu quelles peuvent être les causes et les conséquences et voir avec vous comment mieux vous accompagner.
Merci. Merci Sébastien Serlet. Merci à la CCMO et son directeur Paul-Henri Mainviel d'avoir organisé cette conférence. C'était vraiment passionnant. On a appris beaucoup de choses et avec la CCMO, eh bien, j'espère vous retrouver prochainement pour une autre conférence pour apprendre encore plein d'autres choses. Merci. Merci.